Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On commence avec notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers? C'est tout de suite avec le Clémy et sa série La famille tout écran. Et puis elle a une idée derrière la tech à nous partager aujourd'hui, c'est Ethanit Belaïch. Bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous souhaitez nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais vous inviter à vous poser une question et si parmi les écoliers en 2025 ont trouvé des robots. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Quant à notre invité du jour, c'est un acteur du numérique que vous connaissez bien si vous suivez régulièrement cette émission Indice. Il est notre partenaire pour notre focus du jour. C'est bien évidemment le Clémy qui accompagne depuis plus de 40 ans enseignants et élèves dans l'éducation aux médias et à l'information. Et aujourd'hui, j'ai justement le plaisir de recevoir le directeur de ce centre, Serge Barbet. Bonjour. Bonjour Lisa. On a plein de choses à aborder ensemble au cours de cette émission, Serge, notamment parce que le monde est de plus en plus saturé par l'information. Mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire, le Clémy et sa série La famille tout écran. Réseaux sociaux, intelligence artificielle, jamais nous n'avons eu autant besoin d'apprendre à décoder l'information. Mais l'école est-elle suffisamment armée pour former les élèves à ces nouveaux défis? Comment accompagner les enseignants pour les aider à transmettre l'esprit critique au quotidien? Ou encore, comment aider les jeunes à mieux appréhender les informations qu'ils consomment sur TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Serge Barbet, directeur du Clémy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation surtout. Alors le Clémy est un partenaire de l'école du futur de longue date, puisqu'on a le plaisir, comme on l'a vu à l'instant, de diffuser régulièrement des épisodes de votre série dans cette émission. Alors par ce biais, nos téléspectateurs connaissent bien évidemment un pan du travail du Clémy. Mais est-ce que vous pouvez tout de même nous le présenter et puis surtout nous présenter ses missions principales? Oui, avec plaisir. Alors cette série de La famille tout écran est effectivement un des aspects des activités que mène le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Ce Clémy qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, qui a été créé en 1983 et qui est un opérateur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale avec des missions simples, la formation des enseignants, de tous les enseignants, du premier et du second degré en éducation aux médias et à l'information, la production, parfois la coproduction avec des partenaires et la diffusion de ressources pédagogiques en éducation aux médias et à l'information. Le Clémy organise également des actions éducatives. Alors la plus connue était évidemment la semaine de la presse et des médias dans l'école. Peut-être que nous en parlerons. Nous préparons la 37e édition. Et puis ces dernières années, et la série en est un exemple, nous avons énormément développé les ressources en direction du grand public, des familles, pour les sensibiliser à cette question majeure qui est aujourd'hui nos modes de vie dans des sociétés numériques. Enfin, le Clémy a développé également une offre en direction des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous appelons depuis 2023 le Clémy Sup et je pourrais également développer un petit peu. Et pour terminer, parce que c'est aujourd'hui un axe fort de notre activité, le Clémy est engagé dans de nombreuses coopérations au niveau européen et international. Et au moment où je vous parle, je suis à l'avant-veille d'un départ à Taïwan pour aller présenter nos actions aujourd'hui à des partenaires américains, australiens, canadiens, japonais et taïwanais pour vous dire comment ce sujet aujourd'hui préoccupe l'ensemble des acteurs au niveau de la planète. Eh bien c'est bien parce que vous anticipez certaines de mes questions puisqu'effectivement je souhaitais parler à un moment donné du volet international. Avant ça, j'aimerais savoir, l'éducation aux médias, est-ce que ça concerne uniquement l'actualité ou est-ce que ça concerne aussi la publicité, les images qu'on consomme au quotidien?
quand nous parlons d'éducation aux médias au pluriel et à l'information, nous reprenons une terminologie qui est déjà ancienne, qui n'émane pas simplement du CLEMI, mais des travaux de recherche d'une communauté d'universitaires, d'experts de ces sujets, et qui ont trouvé que derrière ces vocables de médias, d'information, nous pouvions aborder l'ensemble aujourd'hui des contenus d'information, quels qu'ils soient, sur l'ensemble des supports qui permettent de les diffuser ou de les émettre. Et je crois que nous sommes là aujourd'hui au cœur du sujet qui nous préoccupe dans des sociétés numériques, avec l'avènement des plateformes et des réseaux sociaux, qui nous permet d'englober aujourd'hui tous les types de contenus, puisque désormais l'information a son corollaire, celui de la désinformation et de bien d'autres catégories d'information. Et justement, en parlant de désinformation, est-ce que ça veut dire apprendre à se méfier de tout, l'éducation aux médias, ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire apprendre à mieux faire confiance et peut-être même à mieux se faire confiance ? Une partie de la réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'il y a un doute qui est sain, qui est fondateur de l'esprit critique, et puis il y a un doute généralisé qui est malsain, qui effectivement consiste à douter de tout pour ne plus douter du tout, et donc qui va à l'encontre justement de l'esprit critique, en cela qu'il permet à des personnes aujourd'hui d'avoir un biais et d'avoir une sorte de filtre qui leur permet de critiquer le monde tel qu'il est, sans se poser des questions de vérification de l'information, avec quelques réflexes que l'éducation aux médias et à l'information permet, comme dans le monde journalistique d'ailleurs, de se poser avant d'avoir des affirmations. Alors, l'éducation aux médias, effectivement, ça se fait à l'école. Est-ce que tous les élèves bénéficient aujourd'hui de l'éducation aux médias, ou est-ce que c'est encore trop inégal selon les territoires ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il n'est plus possible pour un élève, dans son cursus scolaire, d'échapper en quelque sorte à cette éducation aux médias et à l'information, qui est un enseignement transversal que l'on va retrouver à tous les âges de scolarité, évidemment de façon obligatoire au collège, parce que nous avons désormais les programmes d'enseignement moral et civique qui ont une composante extrêmement centrale d'éducation aux médias et à l'information, mais nous allons retrouver également l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, en classe de 4e, en français. On va le retrouver également dans les programmes du lycée qui avaient été rénovés en 2019, notamment dans les enseignements de spécialité. Et là, nous pouvons dire que l'EMI, aujourd'hui, irrigue la quasi-totalité des programmes du lycée, que ce soit dans le champ des humanités ou dans le champ scientifique. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir une scolarité qui fasse l'impasse sur cet enjeu central de l'école. Alors, il y a un petit peu moins d'un an, un rapport a été remis à Emmanuel Macron. C'était la conclusion de plusieurs mois de réflexion collective et participative autour des États généraux de l'information, qui avait pour ambition donc de consolider le droit à l'information libre, indépendante et pluraliste face à la concentration des médias et aux manipulations de l'information. Et parmi les propositions de ce rapport, il y en a une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'était celle de faire de l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école une priorité. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui pour que ça en soit une de priorité ? On en est où ? D'abord, vous évoquez les États généraux de l'information. Je ne peux m'empêcher évidemment d'avoir une pensée pour Christophe Deloire, qui était le maître d'œuvre de cette dynamique collective et qui nous a quittés pendant les États généraux de l'information des suites de maladies. Et ensuite, je veux dire que c'était même la première proposition qui émanait de ces États généraux de l'information, d'avoir ce renforcement de l'éducation aux médias. Et à l'époque des conclusions, d'ailleurs, il y avait un certain nombre de préconisations dans ces conclusions des États généraux de l'information, qui reprenaient, bon an, mal an, je dirais, les conclusions d'à peu près tous les rapports émis depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, qu'ils soient des rapports parlementaires, et cela continue, des rapports du Conseil économique, social, environnemental en 2019, et d'autres rapports qui tous, unanimement, insistent sur la nécessité d'un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, il y a les injonctions de tous ces rapports, et puis il y a la réalité dans le champ scolaire qui fait que nous avons un système éducatif qui est en perpétuelle évolution et qui intègre progressivement aujourd'hui ces enjeux de compétences et de connaissances dans les nouvelles compétences d'un 21e siècle qui a déjà plus d'un quart d'existence. Et je dois dire que effectivement notre attention est véritablement que progressivement notre système éducatif est totalement intégré. Et on va en parler parce que évidemment il y a des enjeux de programme, d'enseignement, d'acquisition des savoirs et des connaissances. Et puis il y a un enjeu
enjeu de coéducation qui est majeur aujourd'hui. Je crois que progressivement, notre système éducatif, qui se compare avec d'autres, n'a pas à rougir aujourd'hui de là où il en est, en tout cas, et des intentions qui sont les siennes. Vous parlez de coéducation pour les parents qui nous regardent aujourd'hui justement et qui voudraient se saisir de ce sujet qu'est l'EMI. Est-ce qu'il existe à la fois des lieux dans lesquels ils peuvent se rendre? Est-ce que, vous le disiez peut-être un petit peu en introduction, il y a des ressources mises à disposition sur le site du Clémy? Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelques gestes simples qu'on peut mettre en place au quotidien, justement, pour ces parents, pour pouvoir un petit peu sensibiliser les enfants à la maison? Alors, c'est la période de rentrée et évidemment, déjà, les parents se rendent compte que, il y a une tierce personne dans nos foyers qui est l'écran ou les écrans, puisqu'il y a plusieurs écrans. Et donc, évidemment, il faut savoir composer et éduquer son enfant dans cet environnement numérique complexe. Des outils, nous en proposons avec des partenaires un certain nombre sur le site du Clémy. Et effectivement, ces outils, parfois, sont très simples. Ce sont des conseils pratiques, comme ceux que vous demandez. Et nous faisons effectivement ce constat qu'il faut commencer soi-même, les parents, par être exemplaires dans nos propres pratiques, parce qu'il n'y a pas une exclusivité des mésusages des outils numériques ou des usages irresponsables par une nouvelle génération qui ne serait pas consciente aujourd'hui des périls que font courir tous les perfectionnements de ces outils, la captation de l'attention, la distraction, plutôt que d'avoir des pratiques positives et dans une perspective d'éducation. Et donc, oui, effectivement, d'abord, si j'avais un message à porter auprès des parents, c'est soyez vous-même exemplaires à la maison, faisez en sorte qu'au moment des pauses de repas, par exemple, évitez d'être devant votre écran quand votre enfant est en train de vous raconter ses premières journées de vacances, parce que nous le vivons tous, personne n'est exemplaire, et donc nous connaissons tous ces situations. Et je crois que la rentrée doit être celle des bonnes résolutions, commençons par celle-ci. On continuera à parler des parents entre autres des nombreuses questions que j'ai à vous poser, mais avant ça, je vous propose de faire un petit détour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
voilà de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de mon invité, Serge Barbet, directeur du Clémy. On continue à parler avec vous de réseaux sociaux, d'éducation aux médias. C'est juste après la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Et si les robots avaient leur école? C'est à Shanghai, en Chine, qu'a ouvert l'un des plus grands centres d'entraînement pour humanoïdes, avec une mission, leur apprendre à interagir avec leur environnement, comme s'ils prenaient des cours de vie réelle. Effectivement, c'est l'hebdomadaire Courrier International qui nous rapporte l'existence de cette méga usine de la société Agibot qui s'étend sur 3000 mètres carrés. C'est en fait le seul centre d'acquisition à grande échelle de données de fonctionnement robotique au monde. Une centaine d'humanoïdes, vous l'avez dit Lisa, y apprennent à percevoir le monde physique. Et puis dans une chambre, par exemple, ils tentent de plier des pantalons quand dans une cuisine, ils s'essaient à faire la vaisselle, et ce, à l'aide de professeurs un peu spéciaux. Des opérateurs de collecte de données qui sont censés former les robots jour et nuit, sans compter la trentaine de personnes chargées de vérifier ces mêmes données et la dizaine d'autres qui s'occupent de les traiter. Alors les robots sont-ils de bons élèves? Eh bien, ils peuvent parfois commettre des petites erreurs sur des tâches qu'ils ont déjà répétées des centaines, voire des milliers de fois. Il faut imaginer qu'il n'est pas si simple pour un robot de saisir une simple bouilloire, mais quand la tâche est nouvelle, alors là, les robots perdent tous leurs moyens. L'idée est donc pour les opérateurs qui servent de professeurs à ces humanoïdes de les entraîner en modifiant en permanence leur environnement, par exemple en changeant les verres dans lesquels ils vont servir de l'eau, ou alors en déplaçant des objets à prendre. Si l'intelligence artificielle progresse à toute vitesse en ce moment, c'est autre chose pour les données d'interaction physique recueillies à partir de ce que les humanoïdes font. Elles sont largement moins nombreuses, ce qui fait que le développement des robots est beaucoup plus lent. Tenez, il a fallu pas moins de 40 personnes pour qu'Optimus, le robot humanoïde de Tesla, puisse réussir à mettre une petite batterie dans une boîte. Autre illustration dans un restaurant Tesla aux États-Unis. Ce robot qui sert du popcorn, vous l'avez vu, a demandé autant de personnel pour lui permettre de faire une telle action. D'ailleurs, les compétitions sportives pour robots se multiplient un peu partout dans le monde. La dernière en date a eu lieu fin août. C'était à Olympie, en Grèce. Des androïdes se sont affrontés dans le berceau légendaire des Jeux Olympiques, dans des sports aussi variés que le football, la boxe ou encore le tir à l'arc. L'objectif numéro 1 pour les organisateurs était de partager leurs progrès pour faire avancer le monde de la robotique, plus que de remporter des victoires, un peu comme à Pékin, en Chine. 2 semaines plus tôt, où les tout premiers Jeux mondiaux de robots se sont tenus. Là-bas, plus de 500 humanoïdes issus de 16 pays se sont affrontés sur un ring de boxe et une piste d'athlétisme. La Chine, qui reste aujourd'hui le leader mondial de la robotique, et elle entend bien le rester. L'an dernier, Pékin a investi plus de 17 milliards d'euros dans le secteur, de quoi mettre les humanoïdes au cœur de sa stratégie nationale. En tout cas, avant de battre des records olympiques, les robots devraient encore réussir à servir un verre d'eau sans trop en reverser. Mission à l'étude, donc. Merci Etanit Belaïch pour cette chronique. On continue dans la deuxième partie du talk à parler d'éducation aux médias. Juste avant de prendre une petite pause, vous étiez en train de nous parler du rôle des parents, le fait qu'ils devaient être exemplaires pour permettre aux enfants d'avoir une consommation responsable, notamment au niveau des écrans. On peut croire que l'éducation aux médias est essentiellement destinée aux plus jeunes, aux élèves, justement. Mais est-ce que, paradoxalement, les adultes n'en ont pas tout autant besoin, voire plus que cette nouvelle génération qu'on appelle les digital natives ? Plus, je ne sais pas, parce que tout dépend de quels parents nous parlons, évidemment. Ce qui est certain, c'est que cet enjeu de coéducation entre l'école, qui seule ne peut pas effectivement assumer toute la charge aujourd'hui de l'éducation au numérique des enfants, ce sujet de la coéducation est entré dans la loi de l'école de 2013, et que nous avons effectivement, depuis toutes ces années, énormément progressé pour inscrire aujourd'hui la problématique du rapport aux écrans dans le dialogue entre l'école et les parents. Alors, il y a un sujet qui est mirifique, j'ai envie de dire, tellement les enjeux sont importants. Les documentaires que vous avez projetés montrent que nous sommes dans une révolution numérique qui touche tous les domaines, tous les aspects de nos vies quotidiennes. Et donc, évidemment, on n'a pas fini aujourd'hui de travailler dans ce sens-là à plusieurs partenaires, à plusieurs acteurs. Les parents doivent véritablement aujourd'hui se considérer comme partenaires de l'école dans cette mission.
Aujourd'hui, tout va très vite. Vous l'avez dit, on scrolle, on regarde sans trop réfléchir sur des plateformes où divertissement et information se confondent. Est-ce que dans ce cadre, vous estimez que la jeune génération est plus exposée à la désinformation que les générations précédentes? Clairement, oui. Pourquoi? Parce que la désinformation, aujourd'hui, je disais, est devenue le corollaire de l'information et que nous la voyons se diffuser, se propager via les réseaux sociaux, les plateformes diverses et variées. Et donc, on peut parler, par exemple, de TikTok ou d'autres plateformes. Et sur TikTok, nous voyons bien aujourd'hui toutes les problématiques que le fonctionnement de l'algorithme de cette plateforme pose aujourd'hui sur l'équilibre, la santé mentale de ses utilisateurs. Et je crois que là, il y a un chantier qui est tout à fait important. Que répondez-vous justement à ces jeunes qui disent aujourd'hui je ne m'informe plus qu'avec TikTok, les médias traditionnels, c'est pour les vieux? Alors, je réponds plusieurs choses. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de Clémissup, que nous avons lancé en 2023, parce que ces sujets sont complexes. On parle finalement de plateformes qui fonctionnent avec des algorithmes de recommandation, qui génèrent un certain nombre de biais, qui répondent également d'une économie de l'attention. Et donc, nous voyons bien que nous avons besoin de nous associer l'expertise de chercheurs qui travaillent de façon très fine pour comprendre ce fonctionnement des plateformes et des réseaux sociaux et pouvoir l'intégrer dans notre rôle de formateur, d'enseignants. Ça, c'est une première étape. Donc, ce travail, nous l'avons fait. Et dans le cadre de Clémissup, par exemple, on voit bien les souffrances exprimées par des jeunes utilisateurs de TikTok, dans le cadre d'enquêtes d'universitaires comme Sophie GL, par exemple, où l'on voit une forme d'addiction. Et c'est le propre du fonctionnement de l'algorithme aujourd'hui de TikTok, de capter l'attention et de faire que l'on scrolle indéfiniment en étant un peu captif aujourd'hui de cette plateforme. La problématique qui se pose derrière cette forme d'addiction, c'est que les contenus qui sont proposés, effectivement, sont aussi par moments très problématiques en cela que l'on va, par cette plateforme, et cela existe également sur d'autres réseaux, mais effectivement diffuser de la propagande ou de fausses informations afin de déstabiliser aujourd'hui l'équilibre de nos sociétés. Et donc là, on a effectivement une vigilance totale et absolue à avoir, parce que s'il peut y avoir de bons contenus diffusés via cette plateforme, cette réalité n'en demeure pas moins vraie. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut impérativement que chacun ait conscience, quand il se rend sur TikTok, que cette réalité est bien présente. Cette prédominance de l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer par les jeunes, est-ce que c'est un problème que l'on peut encore renverser, c'est-à-dire les inciter à se tourner de nouveau vers des médias traditionnels, ou est-ce que c'est une évolution culturelle qu'il faut en fait accepter et qu'il faut accompagner? Alors, votre question rejoint la précédente, et je n'ai pas répondu sur cet aspect, c'est que les médias dits traditionnels sont aujourd'hui des transmédias qui sont évidemment présents sur les différentes plateformes et qui cherchent à conquérir des publics sur la base de leur propre contenu qui se transforme. Et donc, nous sommes dans une révolution numérique qui a un impact extrêmement fort aujourd'hui sur notre accès à l'information. Et donc, ces partenaires de confiance que doivent être les médias, et je mets bien cela au conditionnel, est extrêmement importante. Pourquoi je mets au conditionnel? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde médiatique en pleine mutation, et nous voyons également certains médias n'être plus simplement des médias d'opinion, mais être également des médias partisans. Et donc cela rejoint la problématique aujourd'hui de comprendre l'information en se posant les questions fondamentales: qui nous parle, à quelle fin? Et donc on rejoint les enjeux de compétences d'esprit critique et de renforcement de l'esprit critique pour bien identifier aujourd'hui la source de l'information, pouvoir la comparer. Alors nous n'allons pas interdire, nous n'allons pas renverser les usages, nous allons accompagner, éduquer, parce qu'entre l'interdiction et l'accompagnement et l'éducation, il a une ligne qui est ténue, et notre rôle, c'est bien évidemment celle de l'accompagnement, de l'éducation pour des pratiques positives. Et un autre enjeu d'éducation qui émerge depuis quelque temps, bien évidemment, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors, les défis sont nombreux, hein, j'imagine. Vous faites face à de nombreux défis avec l'intelligence artificielle. Quels sont-ils ? Les IA aujourd'hui exercent un rôle tout à fait fondamental aujourd'hui sur la façon dont l'information est diffusée. Et donc on parle des plateformes, mais effectivement c'est une alliance entre la logique algorithmique, la logique des IA sur la façon aujourd'hui dont l'information va être diffusée sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Donc l'école a un rôle éminent. Nous le voyons dans les ateliers de formation que nous faisons. Et je donne un exemple concret. Nous avons initié en 2022 un tour de France de l'éducation
aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique avec un partenaire qui est France Télévisions. Et dans le cadre des ateliers de formation sur des groupes de 15 enseignants, nous abordons ce sujet de l'IA, de l'impact de l'IA sur la fabrique de l'info. Et nous avons des enseignants en face de nous qui nous posent des questions absolument concrètes. C'est-à-dire, ben voilà, je suis professeur de collège, j'ai à peu près 65% de mes élèves qui utilisent Snapchat et donc qui utilisent également les solutions d'IA intégrées dans l'application, et nous ne sommes pas sur cette plateforme, et donc nous voyons bien que cela impacte aujourd'hui le groupe de classe, l'ambiance du groupe de classe, et donc il faut nous former aujourd'hui à la connaissance d'abord du fonctionnement de ces différentes plateformes, de ces outils numériques, et donc c'est quelque chose que l'éducation nationale évidemment prend totalement en compte, et je renvoie notamment à la circulaire du 10 juillet dernier qui promeut un usage raisonné et une compréhension aujourd'hui partagée par tous les acteurs de l'éducation de ces sujets-là. Avec le numérique, la mission du Clémy, j'imagine, a beaucoup évolué et surtout ne se borne plus aux frontières de la France. On en parlait en tout début d'émission, puisque les informations, elles circulent librement, finalement, d'un bout à l'autre du monde et surtout en quelques secondes. Est-ce que ça, justement, c'est ce qui vous a encouragé à travailler avec d'autres pays, peut-être pour encore mieux accompagner nos concitoyens dans l'éducation aux médias? La désinformation, les discours de haine, les théories du complot ne connaissent pas de frontières dans leur diffusion. Et très rapidement, en 2018, nous avons tenu à intégrer les groupes d'experts de la Commission européenne, d'abord pour comparer notre discours et nos constats avec ceux de nos partenaires européens. Notre priorité était dès 2018 de renforcer nos coopérations européennes, et depuis 2021, nous sommes membres du consortium de facto qui bénéficiait d'un soutien de la Commission européenne sur ce sujet de la lutte contre la désinformation, et nous adorons travailler dans ce consortium car il fédère à la fois des chercheurs, des fact-checkers et des acteurs de l'éducation aux médias et l'information. C'est par ces alliances que nous arrivons aujourd'hui à produire des contenus de formation, des ressources qui sont pertinentes aujourd'hui pour pouvoir aborder ces sujets de plus en plus complexes. Et puis nous avons profité du sommet de la francophonie en octobre dernier pour lancer un réseau francophone d'éducation aux médias et à l'information avec 6 pays partenaires, dont 3 pays d'Afrique centrale. Et nous avons initié des premiers cycles de formation de formateurs en éducation aux médias et à l'information grâce à ce réseau. Et puis nous sommes engagés depuis l'année dernière dans un grand plan de coopération avec le Brésil. Donc nous avons effectivement des coopérations importantes. Et puis évidemment, nous sommes aujourd'hui très sollicités sur l'ensemble de la planète sur ces sujets-là. Juste, vous avez diffusé en début d'émission La famille tout écran. Nous préparons dans un cadre d'un partenariat avec l'UNESCO la 4e version du guide qui sera internationale, et nous avons reçu 50 contributions de toute la planète aujourd'hui sur un guide qui sortira l'année 2026. L'éducation aux médias, c'est aussi apprendre à s'exprimer. Ça aussi, vous nous l'avez dit, ce qui est d'autant plus vrai à l'heure des réseaux sociaux, justement, où finalement chacun peut devenir un contributeur du web. Alors comment accompagner les plus jeunes pour qu'ils produisent justement du contenu plus responsable? En commençant dès l'école maternelle, à travailler sur les formats aujourd'hui de l'information, des supports d'information, pour leur montrer la différence effectivement entre un journal, un site, un réseau social, les fonctionnements, les balbutiements. Nous allons aller dans cette direction. Et puis effectivement, on a produit ces dernières années des ressources pour le premier degré, et puis les choses se structurent progressivement aujourd'hui. Et je dirais que l'enjeu de l'éducation aux médias et l'information, c'est tout simplement un enjeu de transformation de nos systèmes éducatifs. On le voit en France, on le voit à travers la planète. Cela doit irriguer aujourd'hui notre façon de penser, les nouvelles manières d'enseigner. Bon, malheureusement, on aurait eu encore énormément de questions à vous poser, mais il est déjà temps de refermer cette émission. Merci beaucoup, Serge Barbet. Je le rappelle, vous êtes directeur du Clémy. Merci pour votre présence en plateau aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On aura l'occasion de se revoir, j'imagine. Il y a encore plein de choses à dire. Merci aussi à Aïtanit Belaïch pour ses chroniques toujours aussi passionnantes. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.